Bonjour et bienvenue sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Ce podcast est créé en partenariat avec My Libre Entreprise. N'hésitez pas à venir nous retrouver ou nous rencontrer sur nos différents réseaux sociaux. Dans chaque épisode, nous mettrons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes, visionnaires. Nous explorerons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Contribution est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Salut Chris. Salut! Hello! Alors bienvenue à tous sur Contribution, le podcast pour faire sa différence. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 7e épisode et je vais profiter de cette introduction pour faire une petite autopromotion. Ça fait pas trop partie de nos habitudes, mais c'est la première fois qu'on le fait, donc vous n'allez pas nous en vouloir. Simplement pour vous inviter à gratifier le podcast et bien de la note qui vous semble la plus juste pour soutenir notre travail. Et puis, voilà, c'est une manière de nous encourager à continuer, tout à fait gratuite pour vous. Donc aujourd'hui, on vous propose de vous emmener en voyage au Québec avec notre ami Christian Sbroca. Donc Christian, je vais te présenter très rapidement et puis on va entrer dans le vif du sujet juste après. Donc tu as eu une première carrière de joueur professionnel de hockey sur glace, mais tu es surtout, en tout cas pour nous, surtout connu pour être un auteur, compositeur, interprète et metteur en scène. Donc voilà, une grande carrière dans la musique. Tu as un talent indéniable pour toucher les gens à travers ta musique, par les paroles, mais aussi par les mélodies. Tu as écrit donc tes propres chansons pour toi, mais tu as aussi écrit des chansons pour d'autres voix, au Canada principalement, si je me trompe pas, et tu es très proche de la talentueuse Gabriella, que nous, on a eu l'occasion de découvrir en France dans l'émission The Voice. Et je crois que tu as coécrit et réalisé deux de ces deux premiers albums. Donc voilà, c'est quand même une belle histoire. Toi, tu te distingues aussi en tant que metteur en scène. Et pour nous, notre histoire commune, elle a démarré en France en 2010. Donc ça commence à faire un sacré paquet d'années. Et donc, on a eu la joie aussi de collaborer avec toi sur différents événements qui ont été des moments mémorables pour notre carrière, dans notre carrière, mais aussi principalement, globalement, dans notre vie. Donc, merci pour ces 13 années d'amitié et bienvenue sur Contribution, notre podcast. Donc, notre première question, c'est que tu vois, on a dit que tu as eu deux carrières, quelque part une carrière sportive et une carrière artistique. Comment est-ce que tu pourrais résumer un peu ces deux périodes? Si tu devais les résumer, qu'est-ce que tu ferais comme synthèse? Et qu'est-ce qui t'a amené quelque part à faire ce changement, passer du sport à une carrière artistique? Bonjour Sabrina, bonjour Nico, content d'être là, merci de m'inviter. Écoutez, c'est un peu étrange dans mon cas parce que ici au Québec, au Canada, le hockey, c'est comme une religion. C'est un peu comme le foot chez vous. Puis je dirais peut-être que le hockey prend encore peut-être un petit peu plus de place. Tous les jeunes ont peut-être moins maintenant dans les années 2020, mais à mon époque, dans les années 70, c'était presque automatique que chaque petit garçon dans une famille jouait au hockey sur glace. Et par la suite, un peu plus vieux, à l'âge de 10, 15 ans, 17 ans, l'enfant décidait s'il voulait poursuivre ou pas, tout dépendamment le calibre dans lequel il jouait. Dans mon cas, moi, très jeune, je suis tombé en amour avec le hockey. Donc, c'est une expression qu'on utilise au Québec, tomber en amour avec. Et ça a pris toute ma vie, toute la place de mon cerveau, de mon cœur. Et ça a donné... la vie a fait en sorte que j'ai excellé dans ce sport-là dès mon très, très jeune âge. Et à un certain moment donné,
le hockey étant un sport extrêmement physique, j'ai eu comme un moment où je suis sorti du radar. Entre l'âge de 13 ans et 17 ans, les autres, mes coéquipiers puis mes adversaires ont grandi et ont fait leur puberté. Il y en a qui mesuraient 1,80 m à l'âge de 14-15 ans. Et moi, je suis resté comme un jeune gamin. Pendant longtemps, ça a été long avant que je fasse cette poussée de croissance-là. Et ça a beaucoup reculé ma progression. Ça l'a fait. C'est comme si mes rêves s'étaient aussi mis de côté pendant une période de temps. Les autres joueurs ont commencé à être méchants. J'ai été victime d'intimidation parce que j'étais un joueur qui était très dominant, très jeune. Et à un certain moment donné, je dominais plus autant. Alors les jeunes ont commencé à se moquer de moi beaucoup. Ça a été très difficile. Et en même temps, vers l'âge de 13-14 ans, il ne faut pas oublier que mon père, c'est un immigrant italien, un Romain. Et mon père était lui aussi tombé en amour avec le hockey, il faut le dire, mais il était aussi un chanteur, un guitariste, un artiste, mais d'un haut calibre, un haut niveau. Il faisait juste comme hobby, il ne faisait pas comme travail, il aurait pu, mais il a choisi de devenir mécanicien de métier. Et la musique a commencé à faire partie de ma vie tranquillement vers l'âge d'à peu près 13-14 ans. J'ai commencé à apprendre des chansons de Francis Cabrel. Je me rappelle, une des premières chansons, Je l'aime à mourir. Ensuite, Patrick Bruel, des chansons comme ça, du classic rock un peu à la Led Zeppelin, les Beatles aussi. Et là, j'ai commencé à jouer dans des fêtes d'amis à 14-15 ans et puis je commençais à voir que là, il se passait quelque chose. J'avais l'attention de mes amis, mais surtout des jeunes filles et je détestais pas ça. Plus tard, à l'âge de 17-18 ans, ma courbe de croissance a reparti de plus belle. J'ai eu une bourse d'études pour jouer au hockey universitaire américain à l'Université du Massachusetts Lowell, à environ 30 minutes de Boston. Et à ce moment-là, ma carrière de hockey a redémarré, mais vraiment à un niveau... rappelez-vous que quelques années avant, j'étais sorti du radar. Je patinais pas très vite, j'avais pas fait ma poussée de croissance, mon lancer était pas très fort, j'avais pas beaucoup de force. Et là, soudainement, je suis parti du plus lent de mon équipe à un du plus vite de toute la ligue en l'espace de 2 ans environ. C'était vraiment une progression ou un retour fulgurant à où j'avais laissé avant. C'est très étrange ce qui s'est passé. Il y avait une grosse rumeur ici quand je revenais au Québec que j'avais commencé à prendre des stéroïdes anabolisants parce que mon corps avait changé. J'étais un petit garçon frêle. Là, je suis devenu un homme, mais j'étais une machine. J'étais rendu très fort. Et ça aussi, ça m'a beaucoup affecté parce que les gens ne croyaient pas que naturellement, il s'était passé quelque chose. J'étais très déterminé, j'étais très focus. J'ai appris également à m'inspirer des gens qui étaient comme un modèle. T'sais. Au lieu de me convaincre que j'étais pas capable de faire quelque chose, c'était devenu comme une maladie mentale de vraiment, vraiment me convaincre que j'étais devenu le plus vite, le plus fort, puis le meilleur. Et ça a fonctionné. C'est comme si mon corps avait suivi ce que mon esprit avait matérialisé. Enfin, tout s'est matérialisé. Mais au même moment où ma carrière de hockey a reparti de plus belle, je suis tombé en amour avec la musique, mais vraiment. Et c'est à ce moment-là que là, j'ai fait 2 carrières à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 35 ans. J'ai gardé la carrière de musique et la carrière de hockeyeur de front pendant presque 20 ans. Et ça a été des expériences extraordinaires, mais en même temps, j'ai un peu brûlé la chandelle par les 2 bouts. Je suis quelqu'un de très intense, vous le savez. Quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Donc, j'ai été un joueur de hockey, ça demande que physiquement, il faut s'impliquer. La musique, ça a l'air... il y avait énormément d'implications émotives également. Et là, quand j'ai commencé à faire ma carrière, ben là, je chantais dans les bars, dans les pubs, je me couchais tard. Le lendemain, ben là, le hockey recommençait. Et là, je me recouchais tard. Donc, j'ai eu une vie de rockstar en même temps d'avoir une vie d'athlète professionnel qui, techniquement, ne vont pas super bien ensemble. Mais je les ai gardés de front pendant toutes ces années-là. Donc, j'ai jamais vraiment fait une coupure comme telle, Sabrina, pour revenir à ta question. J'ai gardé les 2 parce que j'étais passionné. Donc, quand je suis tombé en amour avec la musique, c'est comme si le hockey était devenu seulement mon premier amour, mais que la musique avait réussi à mettre de côté un peu tous mes rêves de jouer dans la Ligue nationale de hockey, de jouer dans les grandes ligues, la première ligue, première division. Et j'ai gagné ma vie 11 ans avec le hockey à jouer dans des ligues de division 2, mais avec des super bons salaires, à voyager en Italie, en Autriche, aux États-Unis. J'ai eu une carrière extraordinaire et ça m'a permis toutes ces années-là de continuer à faire de la musique, d'écrire des chansons, de rencontrer des gens, de faire des spectacles un peu partout dans le monde.
Mais à un certain moment donné, ben, le corps ne suivait plus. Et si je voulais être en mesure d'atteindre la Ligue nationale avec la musique, j'ai dû prendre une décision et cette décision-là est arrivée à l'âge de 35 ans. J'arrivais à la fin de ma carrière de hockey, puis là, j'ai dit c'est terminé. J'accroche les patins et je me concentre sur ma carrière d'artiste. Alors, à partir de 2006-2007, j'ai fait la coupure complète. OK. Et c'est vrai que c'est deux champs de compétences qui sont complètement différents entre le hockey qui demande quand même de la concentration mais qui est beaucoup physique comme tu le disais, et puis la musique qui, pour ce qui te concerne d'ailleurs, a été ou est une carrière avec de multiples facettes, de multiples casquettes entre auteur, compositeur, interprète, metteur en scène comme disait Sabrina, c'est le nombre de spectacles. On a eu l'occasion ensemble de vivre quelques moments aussi. On a vu des sorties d'albums au Québec. J'ai bon souvenir de ces moments. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, ces multiples casquettes? Est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Et est-ce que tu peux nous parler de ces différents métiers dans cet univers de la musique? Hey, c'est tellement une bonne question. C'est drôle parce que là, vous avez parlé de plusieurs choses en entrée de jeu, puis je ne veux pas rajouter une casquette de plus, mais ça donne que là, vous savez, on en reparlera après avec tout ce que je fais maintenant avec la production vidéo. Mais on dirait que, en ce qui me concerne, tout ce qui m'est arrivé dans la vie a servi à un certain moment donné et a continué à servir dans les situations qui ont suivi. J'ai une éthique de travail qui est un peu spéciale. Je suis très, très, très exigeant envers moi-même. Donc, je suis très exigeant envers les gens avec qui je travaille. Ça, parfois, ça a causé un peu, beaucoup des fois, certaines frictions. Parce qu'étant intense et étant exigeant, je n'étais pas capable d'accepter des demi-mesures de personnes. Donc ça vient du hockey. J'étais comme ça sur la glace. Moi, je me donnais à 150% tout le temps. Je me faisais mal, je jouais blessé, je me lançais devant les rondelles, j'allais tête première dans le coin avec des gens qui pesaient 2 fois mon poids. Et quand je voyais d'autres joueurs plus gros que moi, plus forts que moi, qui hésitaient avant d'aller dans les coins pour aller chercher la rondelle, ça me rendait complètement fou. J'avais aucune tolérance pour ça. Alors aujourd'hui, à 49 ans, je dois constamment travailler sur il y a un terme en anglais qui parle de buffer. Le buffer, c'est comme le niveau jusqu'à où on est capable d'accepter quelque chose. Le mien, pour moi, il est très haut. Alors, je dois constamment ramener ce niveau de tolérance-là un peu plus bas. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres personnes autour de moi qui n'ont pas des niveaux extrêmement élevés. J'ai travaillé avec des gens avec des éthiques phénoménales. Mais quand je travaille avec d'autres personnes qui tournent les coins ronds, qui sont talentueux, mais qui sont un peu plus paresseux, je ne réussis pas à faire 100% la coupure. Ça c'est le côté hockey. Le côté musique, comme auteur-compositeur, de l'écrire pour moi-même. Alors, mon premier album, My Script, que j'ai écrit dans les Alpes italiennes quand je jouais au hockey là-bas en 98. Ensuite de ça, mon album Le Balafré, qui inclut également en version de luxe la chanson Réapprendre à vivre du film Elles étaient 5. Toutes ces années-là d'introspection, mais une introspection, mais vraiment, là, vous me connaissez, vous savez qu'il n'y a pas de filtre, il n'y en a pas. Alors, je n'étais pas capable de me contrer des menteries à moi-même. Puis pour être en mesure d'aller complètement dans le fond des choses, pour être capable de faire sortir les émotions les plus touchantes, il fallait absolument que je sois 100% honnête envers moi-même. Et j'ai été obligé de transposer ça quand j'écrivais pour les autres également. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour d'autres artistes. Et c'est pour ça aussi que les chansons que j'ai écrites pour d'autres artistes n'ont pas toujours été des gros singles radio et des gros hits radio, des tubes et tout ça. C'est souvent devenu des chansons d'albums. Pourquoi? Parce que quand je parlais à ces artistes-là, j'avais pas envie de faire une chanson de surface. J'avais envie seulement de faire des vraies chansons pour eux, avec eux. Donc, j'ai amené des gens comme Marie-Lou, qui n'avait jamais écrit une chanson, des Olivier Dion, qui a été connu aussi, il Danse avec les stars en France, qui a fait aussi Les Trois Mousquetaires, Sophie Tapie, Gabriella, des artistes avec lesquels c'est des gens qui n'avaient jamais écrit de chanson avant. J'ai eu la chance de prendre des interprètes qui n'étaient pas des auteurs-compositeurs et je le dis en toute humilité, mais Colin, je les ai amenés dans mon monde. Et je les ai aidés à leur faire découvrir c'était quoi leur propre monde à eux d'auteurs-compositeurs. Alors, j'ai jamais osé écrire des chansons pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours proposé d'écrire des chansons avec quelqu'un d'autre. Et j'aurais jamais été capable de le faire avec eux si je l'avais pas fait avec moi avant. Donc, on s'assoyait, je posais des questions, j'écoutais les réponses, je leur laissais eux se découvrir et je leur donnais
l'opportunité de plonger dans ce monde-là. Et ça a été pour moi un des plus beaux cadeaux d'artiste, de voir des artistes s'émanciper et de se découvrir des talents d'auteur-compositeur. Aujourd'hui, Gabriella, c'est une brute. Elle écrit des chansons, mais à couper le souffle. Olivier Dion, la même chose. Marie-Lou, mon Dieu, c'est une artiste d'un haut niveau. Et je suis content d'avoir fait partie des gens qui ont pu les influencer à faire ça. Je ne sais pas si je me suis écarté, Nico. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question, mais voilà. Ouais, c'était bien. En fait, on sent que ta motivation, c'est cette volonté de participer quelque part et pas faire les choses égoïstement pour toi. Et ce que je soulignais dans le début de la question, c'est que dans ton parcours, on parle nous on te connaît beaucoup en tant que chanteur, artiste, parce que c'est dans ces moments spéciaux qu'on a vécu ensemble qu'on t'a découvert. Mais en vérité, je sais, j'ai eu l'occasion de te voir dans ton studio, que t'as plein de casquettes différentes. Je voulais savoir celle que tu préférais et ce qui te faisait le plus vibrer dans tout ça. Ah oui, t'as raison. Je pense que celle qui me fait le plus vibrer, c'est quand je suis en total abandon d'émotion et que je livre 100% de vérité et je sens que mon cœur, mon âme, mon esprit sont tous alignés et ça arrive jamais autre que quand je suis sur scène. Donc, la scène m'a amené énormément d'angoisse dans la vie. C'est comme si j'avais un peu une relation amour-haine avec la musique. Étant donné que je porte beaucoup de casquettes, je fais des blagues. Souvent, je dis j'ai passé la mop, j'accueillais les gens à la porte, je faisais la nourriture, je les servais, je faisais la vaisselle. J'ai toujours tout fait. Alors, je me suis tellement donné et je me suis épuisé. Et quand j'arrivais au moment d'être sur scène, j'étais souvent très fatigué émotionnellement, fatigué physiquement. Mais j'oubliais tout une fois que j'étais rendu sur scène. Mais par la suite, il y avait beaucoup de crashs. Des crashs émotifs, des crashs de fatigue. Et j'anticipais j'avais des appréhensions souvent. J'avais beaucoup d'anxiété de voir un spectacle venir vers moi. Au lieu d'accueillir le spectacle et de dire oh, j'ai hâte d'être sur scène. Et j'avais peur et je le repoussais parce que je me sentais jamais prêt, je manquais de temps de préparation et tout ça. Mais je te dirais que de tous les éléments qui entourent ma vie d'artiste, le moment où je suis sur scène et que je suis en contrôle et que je livre mes émotions à fleur de peau, je te donne un exemple. J'étais très nerveux la première fois que je suis rentré sur scène pour faire le premier congrès en 2010. Très, très, très nerveux. Mais dès les premières notes, au moment où j'ai commencé à me sentir bien et que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un certain accueil, parce qu'oubliez pas qu'il y a une différence entre arriver devant des gens qui connaissent déjà ton matériel par cœur et arriver devant des gens qui ne te connaissent pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Et c'est beaucoup plus stressant d'arriver devant un public qui ne te connaît pas que d'arriver devant un public qui est déjà conquis. Hein? Fait que, oh, ouais. Et quand tu es un artiste connu, je te donne un exemple, on va dire Ed Sheeran, à chaque fois qu'il s'en va quelque part, tout le monde connaît toutes ses chansons par cœur tout le temps. Alors, tu as déjà un accueil de feu à chaque fois que tu embarques sur scène. Mais quand tu es un artiste en développement qui veut se faire connaître ou qui aimerait que les gens connaissent son matériel, c'est toujours à recommencer, toujours. Dans mon cas, à moi, quand j'étais en tournée à l'extérieur, c'était toujours à recommencer. Donc, cette relation amoureuse était toujours présente. Mais Nico, tu étais là quand j'ai fait mon retour sur scène en 2020, juste avant la COVID. C'était complètement fou. Puis tu étais là quand j'ai quitté la scène pour aller chanter au micro, au milieu des gens. Ça, pour moi, ça va rester un fait marquant dans ma carrière parce que j'étais à fleur de peau, parce que j'étais prêt, parce que j'étais serein, parce que j'étais à la bonne place au bon moment. C'était quelques semaines avant que tout s'arrête. On puisse plus voir personne, embrasser personne, toucher personne, voir personne. Et moi, j'avais tous ces gens-là autour de moi et avec un micro en 360. Donc, je réponds à ta question. Quand je suis sur scène, puis je suis en contrôle et que je livre mes émotions à 100%, c'est là que je suis. Et du coup, je pense que tu as répondu un peu à ma question à moi. C'est si tu devais retenir un ou deux moments qui ont particulièrement marqué ta carrière, quels seraient ces moments? Ben, il y en a quelques-uns, là, bien entendu. Définitivement, le congrès de 2010 en est un. Il y a eu d'autres congrès par la suite. N'oubliez pas, quand on a fait le spectacle, on est allé manger, on est revenu, il y a eu un spectacle. Là, il y avait des artistes invités. Christian-Marc Gendron, il y avait Gabriella, ça a été incroyable. Ça a été exceptionnel. Ma petite tournée au Japon a vraiment été quelque chose. Les spectacles du retour sur scène en janvier 2020.
Bien entendu, là, je pourrais... J'ai eu la chance de fouler les planches peut-être 1000 fois dans ma vie. Fait que j'ai eu un concert devant 20 000 personnes à Pensacola, en Floride, quand j'ai lancé mon album en anglais. D'entendre 20 000 personnes chanter le single radio, c'était incroyable. En Floride, je suis atterri à côté de la scène en parachute. J'ai enlevé le parachute, puis quelques secondes après, je jouais les premières notes de ma chanson My Script. Il y avait 4000 personnes qui m'attendaient au 4 juillet, qui est la fête nationale américaine. Vraiment, il y en a eu beaucoup. Puis, il y a aussi des spectacles extrêmement intimes au Québec et en France ou ailleurs où il n'y avait pas tant de gens que ça, mais t'entends une mouche voler. J'ai fait des spectacles très festifs où on s'amusait et c'était un peu le bordel, c'était le fun. Mais j'ai eu aussi beaucoup des moments où c'était guitare-voix, piano-voix, où c'était comme une messe, une prière. J'ai eu la chance d'avoir un public culte très, très, très à l'écoute, très respectueux de ce que je faisais pendant longtemps. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'un auteur-compositeur peut avoir, c'est avoir des gens qui sont là, qui sont ouverts émotionnellement, qui t'écoutent avec tout ce respect-là. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir pas une fois, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Et vous vous en souvenez à Marrakech, un petit spectacle dans le restaurant? T'sais, on était tous seuls, on était peut-être une cinquantaine, tout était fermé. C'était un moment fort, ça aussi. Alors, il y en a plusieurs, mais en voilà quelques-uns. Ensemble, on en a pas mal. On a Deauville, on a le Petit Bois, on a quelques souvenirs. Petit bois, ben oui, regarde, Deauville. Hallucinant, hallucinant. C'est comme si tu dis, c'est qui, c'est quoi ta chanson préférée? Il y en a tellement et tu finis par en oublier. Fait que j'aurais dû refuser de répondre à la question parce que j'ai oublié Deauville, puis Deauville fait partie de mes préférés, donc je m'en excuse. Oui, oui, c'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Et donc l'idée, tu sais, quand on construit sa vie, on a souvent une mission, on a des passions, on a une vision, mais on a aussi des valeurs. C'est quoi les valeurs de Christian Sbroca? Qu'est-ce qui guide ta vie? Moi, c'est l'honnêteté, la vérité, d'être la transparence, d'être capable d'être quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, autant en amitié qu'en famille. Ça me touche juste à répondre à cette question-là. J'approche la cinquantaine. Je vois ma vie qui a défilé devant moi à la vitesse de la lumière. Quand je serai pas là, quand je serai plus là, j'espère seulement que les gens autour de moi qui m'ont connu, ils vont pouvoir dire cette personne-là, c'était une personne franche, puis c'était une personne, je cherche le mot là, je sais pas, entière. J'essaie de le dire, j'essaie de trouver des termes qui décrivent exactement ce que je veux dire. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, ouais. Intègre. Ouais, intègre. Tu sais, Nico, il y a une autre chose aussi, là, Sabrina. J'ai remarqué une chose. Tu sais, malgré toute cette intensité-là, et comment des fois, dans mon milieu de travail, j'ai pu faire peur à des gens, parce que ça, je m'en cache pas. Hein. C'est pas la première fois qu'on en parle, Nico, je te l'ai déjà dit. Les gens qui me connaissent pas et qui me rencontrent rapidement pour la première fois dans un milieu de travail, des fois, il y a des gens qui, tout de suite, ils vont se faire une idée sur moi et vont dire il y a des gens qui vont reculer. Mais après un certain temps, ces personnes-là, ils restent dans ma vie pour une vie après. Tu sais, je me considère vraiment, vraiment chanceux, mais j'ai un nombre incalculable de meilleurs chums, de bons amis. J'en ai partout dans le monde. C'est ma plus grande richesse, c'est mes amis, mais j'en ai. T'en fais partie. Yannick, j'ai des gens aux États-Unis, je les compte pas. Au Québec, je les compte pas. En Italie, je les compte pas. Ça n'a aucun bon sens. Fait que je me dis, à quelque part, dans tout ça, là, il y a dû avoir quelque chose qui a été fait avec honnêteté pour avoir été en mesure de garder ces amitiés-là aussi fortes. C'est marrant parce que tu réponds un peu à nos questions prévues en avance à chaque fois. C'est cool. Bon, en tout cas, on a parlé pas mal de ce qui s'est passé, du passé. Quels sont tes projets actuels, ce sur quoi tu travailles, si tu peux nous le dire, et
La question qui brûle nos lèvres, c'est est-ce que tu as un projet qui va te conduire jusqu'à nous en France bientôt ou pas? Ben là, premièrement, tu sais, tantôt quand je vous ai dit que, Nico, tu parlais de casquettes, les casquettes et tout ça, ma carrière d'hockeyeur est une chose. Ensuite, ma carrière d'auteur, compositeur, interprète en est une deuxième. Ça a amené ensuite à la carrière d'auteur-compositeur pour d'autres, qui a amené à de la direction artistique et de la mise en scène. Et là, tout ça, mis ensemble. Et je me retrouve aujourd'hui en tant que scripteur, réalisateur, directeur artistique, producteur de mes propres projets vidéo. Alors, j'ai un jeune auteur-compositeur que j'ai rencontré lorsqu'il avait 19 ans, au début des années 2000. Il a fait la Star Academy ici. J'ai co-réalisé son premier album. On parle de ça il y a 20 ans. Et on a gardé contact jusqu'au début des années 2010-2011. On a même fait une petite tournée ensemble il y a une quinzaine d'années, 13 ans environ. Et là, il y a 4 ans, environ 3 ans, il est par hasard retombé sur ma route. Un de mes amis, Pierre Gendron, que tu connais, qui est un homme d'affaires, m'avait demandé de réaliser une courte vidéo corporative, corporate pour lui, pour une de ses business. Et j'avais accepté de réaliser la vidéo parce que Pierre avait vu que j'avais fait des vidéos et que j'avais fait un peu de narration, de la voix hors champ. J'avais fait des montages maison avec mon iPhone, avec iMovie. Il pensait que j'étais en mesure de faire la vidéo pour lui au niveau... et par hasard, la même semaine, sur Facebook, j'ai vu le plus beau vidéo de voyage de toute ma vie. J'ai été subjugué de la qualité des prises de vue, prises de son, de montage, de transition. Et ça m'a tellement touché, je suis devenu les yeux pleins d'eau. Vous savez aussi comment je suis sensible. Et à la fin, j'ai réalisé que ça avait été fait par mon ami, le gars dont je vous parlais, le jeune auteur-compositeur. Et j'ai communiqué avec lui tout de suite. J'ai dit, hey, Bruno, ça se peut pas. C'est toi qui as fait ça. Mon ami m'a demandé de réaliser une vidéo pour lui, corporate. Est-ce que tu veux la faire avec moi? Il a dit oui. Et à partir de ce moment-là, pow! Ça a explosé. On a fait une deuxième vidéo ensemble, une troisième, quatrième, cinquième. Et là, on est courtisé de toutes parts par des grosses entreprises pour faire des pubs télévision avec émotion, des pubs télévision complètement délirantes, des vidéos corporatifs à haut niveau, à haut calibre. Alors, et on dirait que ma carrière de hockey, ma carrière d'auteur-compositeur, de metteur en scène, de directeur artistique, tout ça arrive à point pour ce nouveau projet maintenant. On a fondé une nouvelle compagnie, une nouvelle société. On est en feu. On voyage aux États-Unis. On va bientôt voyager également en Europe pour travailler. Je travaille dans les 3 langues parce que vous savez que je parle français, anglais, italien. On a déjà des clients potentiels en Suisse, aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, j'espère en Italie ou en Suisse italienne également. Donc maintenant, mes projets maintenant, c'est pas juste des pubs télévision, c'est de créer visuellement de l'émotion, raconter de l'émotion. Et parfois, c'est par la pub, et parfois, c'est par de la vidéo corporate, et parfois, c'est simplement par de la vidéo inspirationnelle. Et ça, je sais que ça va m'amener à faire du documentaire. Le documentaire, pour moi, c'est une priorité. J'ai déjà 3 ou 4 sujets de documentaire dont je veux aborder. Et si vous me connaissez les deux, là, imaginez que je me plonge dans un documentaire sur 1 an, 1 an et demi, 2 ans de travail à ramasser toutes les archives, à ramasser toute l'histoire à construire. Ensuite de ça, la raconter via la musique, la raconter via des mots. Vous pouvez comprendre comment ça va m'habiter puis comment ça va vraiment, vraiment venir me chercher. Puis peut-être, ensuite, l'étape suivante serait de faire du court-métrage et peut-être un jour faire des feature films. J'aimerais écrire ou réaliser peut-être un film au cinéma. Ouais. Donc, je fais partie des plans. Et la scène, bien entendu, il va y avoir un autre album, c'est sûr et certain. Il va y avoir d'autres musiques. Et il ne faut pas oublier que tous les projets vidéo que je fais présentement, je compose la musique également des vidéos. Alors, c'est une nouvelle façon pour moi de ramener la musique dans le décor. Et là, tout dernièrement, on a travaillé sur une pub de 30 secondes. L'environnement visuel était tellement le fun. Je me suis reculé. Là, vous ne le voyez pas, mais je sais pas. Le piano, il est direct devant moi. Alors, j'ai ouvert la vidéo, j'ai ouvert le piano et j'ai composé un piano à l'image. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. On a oublié de dire que dans les choses, les casquettes, j'ai composé de la musique pour la télévision pendant presque 10 ans.
Alors, je faisais de la musique à l'image beaucoup à ce moment-là. Ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Et là, la semaine dernière, il y a une vidéo que Bruno a montée pour un client et j'ai tellement été touché que là, j'ai sorti le piano, j'ai joué de la musique sur les images. Quel cadeau d'être en mesure de pouvoir faire ça, de ramener tous ces amours au même endroit. On fait des capsules de sport, on fait des capsules d'émotion. On a fait une pub pour le plus gros restaurant de poutine au Québec. On s'est fait un film Clint Eastwood, inspiré des films des années 60 de Sergio Leone, avec la musique de Ennio Morricone en influence. Ça a été un cadeau de pouvoir faire ça. Ben nous, on se parle plusieurs fois par an pour prendre des nouvelles et à chaque fois, je suis subjugué par le nombre de projets, de sollicitations. Et c'est vrai que tu le disais au début du podcast, ta vie est intense. Et c'est comme ça que beaucoup de tes proches te caractérisent. Et quand on est intense et qu'on travaille dans un milieu comme la musique, qu'il y a beaucoup de parallèles avec ce que nous, on a fait, la scène, monter des événements, et tu sais qu'on s'entend bien aussi pour ce perfectionnisme dans ce qu'on fait. Mais ça amène beaucoup d'émotions, effectivement, et des hauts et des bas. C'est les montagnes russes émotionnelles qu'on apprend à gérer dans le temps. Comment toi, tu gères tes hauts parce que tu as eu des moments de succès, de gloire, des choses incroyables qui se sont passées, des événements qui ont amené tellement de, voilà, qu'il y a du cœur dans la salle, il y a des choses qui se passent, mais aussi à l'inverse des bas, des accidents, des difficultés, de l'adversité. Comment toi tu fais dans les moments de haut et les moments de bas pour gérer ta vie efficacement? Écoute, ça c'est une super bonne question, Nico. Puis honnêtement, là, je suis pas la meilleure personne. En fait, je peux te répondre avec la plus grande des honnêtetés, là, parce que de toute façon, je suis pas capable de répondre autrement. Mais j'ai pas toujours été le meilleur pour gérer ça quand j'étais plus jeune. Je suis extrêmement fragile. Je voudrais faire une petite parenthèse. Je sais pas qui dernièrement me dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit on me caractérise comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. On m'appelle intense. J'aimerais mieux qu'on m'appelle, qu'on dise passionné. Si j'avais à choisir un terme, je dirais beaucoup plus passionné parce que les gens disent peut-être même plus souvent passionné qu'intense. Ils me disent tabarouette, t'es passionné de tout. Mais moi, je parle de bouffe, je suis passionné. Je parle de sport, je suis passionné. Je parle de mes amis, je pleure, je suis passionné. Je suis passionné de mes amis, je suis passionné de ma famille, je suis passionné de mon père, passionné de tout ça, tu sais. Donc, la passion a tellement été forte dans tout ce que j'ai fait que c'est sûr et certain que ça amène le niveau d'émotion hyper élevé et qu'on a vécu des gros hauts. Les bas, moi, je les ai vécus avec la même passion, donc la même intensité. Donc, je n'ai pas toujours été en mesure de bien gérer ça. Et j'ai pris des choses personnelles. Parce que, tu sais, en art, il y a le refus, quand un refus artistique, quand les radios refusaient de jouer mes chansons, si on le voit comme un échec, on le voit comme une atteinte à son travail. Puis quand j'étais metteur en scène et qu'il y avait des frictions avec certaines personnes, moi, je me rappelais que j'avais mis 100 heures de travail sur quelque chose et que quelqu'un d'autre avait mis une demi-heure de travail sur quelque chose et il prenait le crédit à la télévision parce que cette personne-là était plus connue et les gens l'interviewaient, puis lui, c'est tout lui qui avait tout fait. Ah, bah, c'était difficile. Donc, des fois, c'était une question d'ego, une question d'orgueil. Et en vieillissant, plus je vieillis et plus je tente de faire la part des choses. C'est-à-dire que je ne laisse pas les hauts venir aussi haut. Je le prends avec un grain de sel. Donc, ce que ça fait, c'est que je laisse moins les bas venir m'affecter. Je le prends plus avec un grain de sel. Et les plus grands sages, tu sais, Cartolé ou le Dalai Lama ou n'importe qui, ils disent toujours que le moment présent, c'est la seule chose qui existe. Ça revient toujours à la même chose. Le futur, demain, n'existe pas encore, donc ça ne donne absolument rien de t'en faire. Et hier, de toute façon, que tu as beau faire ce que tu veux, ben, tu ne pourras pas le changer anyway. Donc, c'est l'approche que je tente d'avoir maintenant. Puis, je tente également d'avoir l'approche de est-ce que je suis si important que ça, moi, dans tout l'organigramme de l'humanité, de la vie, de la Terre? Non. C'est que mes émotions à moi ne changeront pas, que le soleil va se lever, il va se coucher encore. Ça ne changera rien. Donc, il faut que j'essaie constamment de me rappeler que je n'ai pas tant d'importance que ça. Bien entendu, il faut faire la part des choses, là, mais en faisant ça, en s'accordant un peu moins d'importance, ça accorde également moins d'importance au haut et surtout au bas. Et on est capable de mieux gérer tout ça. Hein? Le bonheur, la paix d'esprit, avoir du plaisir. Mon associé Bruno, qui est une belle inspiration pour moi, une des premières choses qu'il me dit quand on est associé, il dit, quand on fait un travail, là, il dit, moi, il y a 3 choses qui sont importantes. OK? Il dit, ah oui, faire des sous, c'est cool.
Mais il dit, c'est pas ma priorité. Il dit, voici ma priorité dans l'ordre. Avoir du plaisir, apprendre quelque chose, puis financièrement en sortir gagnant pour pas toujours se mettre dans une situation précaire. Il dit, si j'ai du plaisir, puis j'apprends quelque chose, c'est pas grave si on fait pas d'argent. Mais si j'ai pas de plaisir, puis j'apprends rien, puis tu me donnes des sous, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne rien. Donc, maintenant, à chaque fois qu'on entre dans un projet, on se dit toujours, est-ce qu'on va avoir du fun de travailler avec ce potentiel client-là? Oui. Est-ce qu'on a quelque chose à apprendre? Oui, parce que c'est le genre de projet qu'on n'a jamais fait. C'est le genre de projet qu'on rêvait de faire, mais qu'il est hyper difficile à cause des contraintes de temps. Donc, on est certain d'apprendre quelque chose puis de le rentrer dans notre sac d'expérience. Et ensuite de ça, ça donne que j'aime bien négocier, puis j'aime bien la business, puis c'est un autre aspect de ma vie que j'adore, c'est d'être un homme d'affaires aussi. Ça vient, je le rentre en ligne de compte seulement si les deux autres ont été remplis. Donc, moment présent, les hauts et les bas un petit peu plus égales. J'essaie de compresser un petit peu plus ça, me rappeler que je ne suis pas si important que ça et oublier que hier, me rappeler que hier, je ne peux pas le changer puis que demain, il n'existe pas encore. Alors, je t'ai condensé ça là, dans un... C'est très bien. Mais c'est l'expérience qui nous apprend à faire ça. Ben oui. Hey, je voyais mon fils cette semaine en train de faire un bordel pour quelque chose, puis et là, c'était facile pour moi de lui dire, ben oui, mais Lex, tu ne sais pas encore qu'est-ce qui va arriver, là. Tu ne sais pas si ça, ce que tu me dis, va arriver, parce que c'est pas arrivé encore. Et si ça n'arrivait pas, tout ce temps-là, tu vas te créer du mauvais sang, tu vas te faire du mauvais sang pour quelque chose qui peut-être arrivera même pas. Oui, mais là, ben ouais. Je me voyais exactement au même âge, avoir la même réaction. C'est facile de prendre ces décisions-là et d'avoir cette sagesse-là quand les choses vont super bien et qu'on est dans une belle période de notre vie où on se réalise émotionnellement, on se réalise professionnellement, financièrement, on est dans une belle position où on n'est pas déstabilisé, on est en équilibre. Je suis là présentement. Là. Fait que le discours, il vient facilement. Mais dans les moments plus durs, qui ont été plus difficiles émotionnellement, professionnellement et financièrement, si on est capable de garder le même discours, chapeau. Facile d'être sage quand ça va bien. C'est d'être sage quand il pleut puis que la vie nous envoie des défis, que là, c'est là qu'on voit vraiment si on est solide puis il y a de la sagesse qui nous habite. Là, il y a une phrase que j'aime bien qui dit ça sert à rien d'attendre que l'orage passe, mais il faut apprendre à danser sous la pluie. Ah ben oui, j'adore. Dans ton parcours, tu sais que nous, on est issus de l'industrie du marketing de réseau, et dans ton parcours, tu as eu une expérience aussi dans cette industrie. Nous, ça a fortement impacté notre vie, on a construit autour de tout ça. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et est-ce que ça a apporté quelque chose de significatif dans ta vie? J'ai adoré mon expérience de marketing de réseau. J'ai adoré mon expérience de marketing de réseau. Je l'ai adoré pour les hauts et les bas. Je l'ai adoré parce que j'ai appris que le refus, c'était pas la fin de quelque chose, c'était le début d'un nouveau oui. Et si vous saviez à quel point j'ai du respect pour cette industrie-là, je pense, en fait, vous le savez, mais les gens qui vont écouter le podcast, je suis un grand fan du modèle d'affaires de marketing de réseau. Je pense que c'est un des plus beaux modèles d'affaires qui existent. Moi, ça a donné que j'ai eu quand même un franc succès dans cette business-là. Malheureusement, bon, la musique, c'était au moment d'écrire mon album Le Balafré. L'appel de la musique est revenu au moment où cette compagnie-là tirait de la patte un peu. Elle a fermé quelques années plus tard, donc j'ai quand même senti qu'il était temps pour moi de bouger. Ça m'a permis de parler devant les gens. Une chose, tu sais, j'étais habitué de chanter devant les gens, mais j'avais jamais vraiment parlé devant les gens. Et quand on m'a donné l'opportunité de faire une première conférence à expliquer c'était quoi l'opportunité d'affaires, et là, les leaders de la compagnie ont fait comme, oh, attends un peu, là, il est capable de le faire, lui, là, c'est la première fois qu'il le fait avec aisance. Alors, je l'ai fait une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Alors, parler devant les gens, ça a été un autre outil que j'ai mis en arrière dans mon sac d'expérience. Et ça m'a même aidé à moi à parler entre mes chansons. D'avoir cette aisance-là de parler. C'est toujours ce que moi j'ai toujours apprécié, c'est que tu fais pas un spectacle qui est pré-mâché, qui est tout le temps le même, mais t'adaptes toujours pour pouvoir avoir le mot juste, le petit mot qui correspond au moment qu'on vit, et ça c'est toujours vraiment une particularité. Absolument. Puis ça, c'est un petit peu aussi comme faire en anglais un Q&A, des question and answer. Fait que si tu poses une question et tu écoutes la réponse, il va falloir que tu t'adaptes à la réponse que tu viens de recevoir, parce que, tu sais, sinon... le marketing de réseau m'a beaucoup aidé à faire ça. M'a aidé aussi à m'organiser. N'oubliez pas que
fondamentalement, je suis un artiste. Alors, plus jeune, on disait que j'étais frivole, que j'étais un peu désorganisé, j'arrive en retard, je planifiais pas. C'est vrai. Et là, avec les années, ça m'a aidé à me structurer, d'arriver à l'heure, de faire des suivis. Aujourd'hui, dans ma business, je suis l'artiste. On engage l'artiste pour créer de l'émotion, d'écrire de la musique, d'écrire des textes. Mais je suis un homme d'affaires, donc je dois faire des présentations devant des gens. Des fois, mais pendant le temps de COVID et tout ça, c'était sur Teams, c'était sur Zoom. Mais là, dernièrement, j'ai fait des présentations devant des gens. Le marketing de réseau m'a aidé à faire ça. Le marketing de réseau m'a beaucoup formé par rapport à ça. Et aussi, ce que j'ai aimé du marketing de réseau, c'est qu'encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard, là, j'ai encore des amis que j'ai fait avec le marketing de réseau. C'est pas pour rien qu'il s'appelle aussi le marketing relationnel. C'est hallucinant comment on peut développer de l'amitié. Et une chose aussi que je veux dire par rapport au marketing de réseau. J'ai jamais vu une business qui avait autant de positifs et de joie à l'intérieur d'une même compagnie. C'est incroyable. On l'a vécu dans des congrès ensemble. C'est hallucinant comment que les gens peuvent avoir un sentiment d'appartenance pour la business avec laquelle ils bâtissent leur avenir, ils bâtissent leurs rêves. C'est rempli de positifs, tout ça. Là. Ouais, c'est une profession qui est difficile à comprendre de l'extérieur. On vient de sortir un bouquin qui s'appelle Le marketing relationnel ou de le rééditer. Et ça permet de comprendre les éléments factuels. Mais en vérité, tant que tu le vis pas de l'intérieur, cette sensation, ces liens, cette ambiance entre les gens, ce côté familial, c'est difficile de le comprendre. Et d'ailleurs, ça fait la jonction avec des dernières questions. Tout à l'heure, tu disais que quand les gens te rencontraient professionnellement, t'étais un peu en mode ours, quoi. Moi, j'ai déjà vu Christian Sbroca qui est complètement dans sa bulle parce qu'il vérifie la technique, il révise ses textes parce que t'es un professionnel. Et à ce moment-là, effectivement, on peut passer à côté. Mais en vérité, je t'ai vu aussi plein de fois connecté avec des gens et je sais le nombre d'amis et de relations que tu entretiens à travers le monde. Quel est ton secret pour pouvoir justement créer rapidement ce contact, qui est pas un contact physique comme au hockey, mais un contact relationnel? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à créer cette relation avec les gens et à l'entretenir dans le temps avec autant de personnes? Oh boy, c'est une bonne question, ça. Mais, tu sais, on va revenir à la passion, OK? Moi, je suis passionné des gens. Je suis passionné de l'amour et des relations qu'on peut concrétiser dans la vie. Et moi, ça n'existe pas en moi de faire semblant. Donc, je suis pas capable de faire semblant qu'une personne que je viens de rencontrer me plaît. Donc, elle va le savoir. Elle va savoir tout de suite que j'aime bien cette personne-là, je vais lui faire sentir que je l'aime bien. Et si ensuite de ça, je sens qu'il y a une chimie, et pourquoi pas alimenter cette amitié-là? Tu n'as jamais trop d'amis, tu n'as jamais trop de bonnes relations, tu n'as jamais trop de bons contacts. Alors, moi, je te dirais que ça revient à une chose, à être honnête envers soi-même. Je reviens souvent à ça, Nico, là, et je le dis en toute humilité, je ne peux pas que ça sonne prétentieux, mais si on n'est pas... OK, il y a une autre chose. Il y a une différence entre être honnête et d'être capable aussi de se mettre à nu. Puis moi, je suis capable de me mettre à nu. Ça, je sais que c'est pas donné à tout le monde, et là, je remercie mon père parce que mon père était comme ça. Moi, c'est facile pour moi de m'ouvrir. D'être vulnérable. 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 Il y a un documentaire qui parle de la vulnérabilité. Je suis capable de me mettre vulnérable. Et sais-tu quoi, Nico? J'aime me mettre vulnérable. J'aime ça. Mais c'est ce qui touche le cœur des gens, c'est ce qui te rend humain. Ouais. J'aime ça, me mettre vulnérable. Je trouve que c'est la plus belle façon de... Quand on se met vulnérable, là, on s'ouvre. Et là, les gens, ils voient exactement qui on est. Ils voient exactement qui on est. Et à ceux que ça ne plaît pas, ils s'éliminent par eux-mêmes. Et c'est correct. Mais à ceux que ça va toucher, tu vas leur permettre de rentrer dans ton monde. Et souvent, presque toujours, pour la vie. Tout à fait. Si c'est honnête et sincère, bien entendu. Si c'est honnête et sincère. Mais étant donné que moi, je ne suis pas capable de le faire autrement, ça l'est. Alors, dernière question. Donc, c'est notre dernière question et on la pose à tous nos invités. Notre podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, contribuer? Ah, c'est une bonne question, ça. Ça veut dire d'être en mesure d'apporter et de donner le meilleur de soi dans n'importe quelle situation.
Moi, j'ai envie de changer le monde à ma manière. Je le dis via mes chansons, je le fais via mes vidéos, je l'ai fait dans mes spectacles, de contribuer humainement à cette chose qui est l'humanité. Écoute, je pense l'humanité n'a jamais eu besoin autant de positif qu'il en a besoin présentement. Alors, si on peut amener de l'émotion, de la belle émotion, de l'amour, c'est ma façon à moi de contribuer. Alors, je pense que la contribution, c'est d'amener du positif. Ok. Génial. Belle définition. Chacun a la sienne. C'est ça qui est fantastique. Ben, ça peut être contribuer financièrement à quelque chose aussi. Bien sûr. Oui, c'est vrai. Mais en général, on ne peut contribuer et donner aux autres que ce qu'on a un tout petit peu soi-même. Si tu veux donner de l'amour aux autres, faut en avoir. Si tu veux partager de l'argent, faut en avoir. Si tu veux donner du temps, faut en avoir. Ben, tu sais, Nico, l'argent, il y en a qui n'ont à l'infini, c'est pas mon cas. Mais une chose, par contre, je trouve que l'amour, c'est quelque chose qui c'est une fontaine de jouvence. Tu peux jamais donner trop d'amour. C'est impossible. C'est comme si, moi j'ai juste un enfant, j'aurais aimé, ça c'est un deuil que j'ai eu à faire dans ma vie. J'aurais aimé en avoir 2, 3, 4 concours de circonstances, c'est comme ça. Mais quand tu as 2 enfants ou 3 enfants, t'aimes pas moins un que l'autre. Plus ton amour se multiplie à chaque enfant que tu as. Ça, je l'ai entendu de plein de gens. Dans mon cas, avec les amis, avec les gens, c'est comme ça. Alors, on peut contribuer à donner de l'amour aux autres. Et moi, c'est ma façon à moi de contribuer, c'est de donner de l'amour. Et si les gens veulent en savoir plus sur Christian Sbroka, est-ce que on peut te retrouver quelque part sur les réseaux sociaux? Je suis pas super actif, mais oui, il est christiansbroka.com, mais il est pas à jour depuis 1 an parce que mes projets vidéo sont pas dessus. Je partage, dernièrement, j'ai pas partagé beaucoup mes projets parce qu'on attend de faire un gros boom de relations de presse sur la nouvelle société. Alors, tu vois, ça, c'est une autre façon. Pas besoin non plus de toujours s'exposer pour être en mesure de se réaliser puis de savoir qu'on fait du bon boulot. Pas besoin tout le temps de le dire à tout le monde. Alors, j'ai tendance je parle fort, je ris fort, je suis un artiste, je prends de la place, mais j'ai pas toujours besoin de dire à tout le monde ce que je fais, puis ce que je fais de bien ou ce que je fais pas. Ma vie privée est hyper importante. Mais écoutez, si les gens veulent en savoir plus, tu peux peut-être leur donner mon adresse mail. Mais de toute façon, on mettra des liens. De toute façon, on retrouve vers toutes tes chansons sur les canaux classiques, sur Spotify, etc. Ouais, c'est une bonne façon d'apprendre à te connaître, d'écouter les chansons. Je suis arrivé dans le décor des réseaux sociaux entre deux. Hein. Ça a été long avant que... Tu sais, ma carrière a explosé avant les réseaux sociaux, avant que YouTube existe. Et par la suite, quand les réseaux sociaux sont arrivés, YouTube, ça a été long avant qu'on mette les choses dessus. Il y avait une période d'adaptation pour ceux qui avaient mon âge. On était un peu entre deux. Ma carrière était un peu sur la glace à ce moment-là. Alors, j'ai comme un peu perdu le momentum. Alors, quand on cherche sur les réseaux sociaux, j'ai l'air de quelqu'un qui a pas fait tant de choses que ça. Parce que c'était avant et c'était après sans... J'ai jamais utilisé les réseaux sociaux avec au meilleur d'eux-mêmes. Fait que je tombe un peu entre deux cracks, là. C'est parce que les gens aujourd'hui, ils vont avoir tendance à regarder les views, les likes, les streams. Et moi, je suis entre deux dans tout ça. J'ai pas beaucoup de streams, j'ai pas beaucoup de views, j'ai pas beaucoup de likes, parce que tout s'est passé avant. Alors, c'est tout ici, puis c'est tout là. Ouais. Super. Ben, écoute, Christian, encore merci pour ta grande générosité dans tout ce que tu fais, dans tout ce qu'on a partagé jusqu'à présent, et je suis sûr qu'on a de belles aventures encore devant nous. Hâte de te revoir, si c'est pas en France, en tout cas au Québec. On a hâte de revenir. Bon, il va commencer à faire froid chez vous, je crois. Ah non, là, c'est l'automne, là, c'est le bordel. J'ai rentré mon vélo à l'intérieur et j'ai couru ce matin à l'intérieur. Okay. Ah oui. Ça veut dire que là, c'est un signe. Là, c'est qu'il fait froid. Mais j'aime courir en hiver, il n'y a pas de problème. Mais là, maintenant, c'est l'automne, et l'automne au Québec, c'est très froid, très humide, avec la pluie en même temps. Et là, c'est pas cool. J'adore la neige, j'adore le froid, mais la pluie, quand il fait 3 Celsius, 4 Celsius, là, c'est pas cool. Ben écoute, en tout cas, chaque saison a ses avantages, et en tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci on pour te tout. dit à très bientôt, et profite bien. Merci de m'avoir invité, je vous aime, on se parle bientôt.